Alors, bien entendu, bon, l'étude des textes littéraires, donc on va en dire quelques mots sur le plan pratique. Alors, il ne s'agit pas uniquement, vous l'avez compris, de délimiter les contours de la littérature corse, de dire, bon, parce que c'est vrai que c'est bien de participer à ce débat qui se poursuit aujourd'hui, mais enfin, bon, il va falloir à un moment donné aussi faire de la littérature, travailler dans un autre esprit et dépasser ce débat. Bon, il peut très bien se poursuivre, mais il ne doit pas monopoliser, je dirais, l'essentiel de notre activité. Aujourd'hui, nous travaillons dans le cadre de la commission littérature de la CTC, enfin de l'académie créée par la CTC. Bien, on a commencé à avoir ce débat, mais on va vite en sortir, parce qu'on a aussi autre chose à faire, notamment promouvoir la littérature corse, de langue française, ou pourquoi pas de langue italienne, puisqu'il y a des textes qui circulent encore, heureusement, aujourd'hui. Voilà. Donc alors, s'agissant de la méthode que moi j'ai utilisée pour arriver à ces conclusions, donc il s'agit d'étudier des textes et donc de faire une étude approfondie de ces textes. Alors, il y a la phase de recueil des données, lorsqu'on étudie un texte, et ensuite il y a la phase d'analyse des données. Alors, s'agissant de la phase de recueil des données, j'ai utilisé donc l'approche sociocritique de Claude Duchet, ce qui désigne la lecture de l'historique, du social, de l'idéologique, du culturel dans le texte. On n'a pas ici, ce n'est pas le lieu pour rentrer dans les détails, mais enfin, cette approche sociocritique est un instrument particulièrement utile pour étudier les textes de ce point de vue. Alors, d'autant que cette sociocritique a une nature hégémonique et qu'elle a vocation à fédérer l'ensemble des outils théoriques. Pour ceux qui ont fait de la littérature, les outils critiques, c'est-à-dire la thématologie, l'étude des thèmes, des mythes littéraires, des motifs, etc. L'intertextualité, le structuralisme littéraire également, la critique génétique, c'est-à-dire l'étude des brouillons. On voit comment un texte évolue à partir des brouillons jusqu'à la version publiée. Et puis parfois ça va plus loin parce qu'il y a des auteurs qui, bien entendu, modifient les versions publiées. Donc vous voyez, vous avez ces outils théoriques qui sont fédérés par cette approche sociocritique. Alors, s'agissant de l'analyse des données, moi je me suis servi de la pensée complexe d'Edgar Morin, qui est l'auteur principal dans ce domaine. Alors, la pensée complexe, évidemment, elle concerne tout, pas seulement la littérature, mais elle peut être appliquée à la littérature, et c'est très intéressant. Qu'est-ce que la pensée complexe ? Bon, je crois peut-être un certain nombre d'entre vous le savent, Edgar Morin la présente en contrepoint à la pensée simplifiante, et la pensée simplifiante, on voit bien ce que c'est, c'est appliquer des grilles de lecture simples sur des réalités complexes, et c'est la réalité simplifiante, elle est toujours catastrophique, elle est très utilisée en politique, mais elle ne donne pas de bons résultats. Donc la pensée simplifiante, elle se sert principalement de deux opérations, la réduction et la disjonction. La disjonction, alors la réduction, vous voyez bien lorsqu'on réduit un problème complexe à quelque chose de simple, en général, on part un petit peu de travers. Donc, la pensée complexe, à l'inverse, se sert des opérations de distinction, bien sûr, mais ensuite de conjonction et d'implication. Alors ici, on n'a pas le temps d'approfondir cette notion de pensée complexe. Si ça intéresse un certain nombre d'entre vous, on pourra en discuter. Mais si je le résumais en 3 minutes, compte tenu de la complexité du sujet, j'entrerai moi-même dans la pensée simplifiante et je n'ai pas l'intention de le faire. Mais simplement pour dire que lorsqu'on travaille un texte de cette nature et qu'on veut l'interpréter, qu'on veut y trouver un certain nombre de choses, parce que encore une fois, il ne s'agit pas uniquement de délimiter les contours de la littérature corse. Il s'agit aussi d'aller chercher des renseignements dans la littérature. Parce que la littérature, elle nous parle de ce que nous sommes. Alors, la littérature, c'est la vérité de l'âme humaine, je dirais au plan personnel, au plan de l'individu. Mais c'est la vérité aussi d'une collectivité nationale, d'un pays. Si on veut connaître, par exemple, la Russie du 19e, je crois qu'il n'y a pas de meilleur moyen que de lire Dostoïevski. Si on veut connaître la bourgeoisie, la haute bourgeoisie française et l'aristocratie du début du XXe, lisez Proust, ou bien Jane Austen pour la gentry de la fin du XVIIIe. Bon, je veux dire, c'est véritablement un moyen de connaître une société en profondeur. Donc, encore faut-il, bien entendu, l'analyser. Alors, s'agissant de notre démarche, nous avons choisi un corpus, et ce corpus, bien entendu, nous l'avons composé de manière à pouvoir justifier notre choix.
Bon, c'était pour avoir un minimum de rigueur scientifique. Bon, qu'est-ce que nous avons? Nous avons pris des textes que l'on considère comme importants. Alors, nous les avons considérés comme importants et nous disons pourquoi. Parce que soit ils créent un nouveau genre littéraire, ce qui est important, soit ils ont été repris un grand nombre de fois, réédités, voire chantés. Bon, je vous donne quelques exemples de textes que j'ai été amené à étudier. Bon, le premier texte en langue corse, le premier texte politique en langue corse de Santo Casanova, ça s'appelait Aigurs in Generale. Donc c'était le premier numéro de Atramuntana en 1896, ou Lamento Dio Castagno, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent, c'est un texte qui a été publié, republié, chanté, et c'est un texte un petit peu mythique. Bon, Innugurs ou Gulombu, il a été chanté jusque dans les années 70, c'est Pedro Roca qui l'a écrit. Bon, ça avait vocation à être un hymne corse, mais ça n'a pas été retenu comme un hymne, mais en tout cas ça a été un chant très important jusqu'il y a quelques dizaines d'années. Ensuite, bon, certains responsables se sont avisés que Pedro Roca, bon, c'était peut-être, ça sentait un peu le soufre. Enfin bon, voilà. Et puis finalement, ça a été abandonné. Mais je me souviens, moi, quand j'avais 14 ou 15 ans, eh bien, c'est au Goulombe, on le chantait à Corté, au Réunion de l'Arc, voilà, ou à la Clé des Champs un peu plus tôt. Voilà, je m'en souviens parfaitement. Bien. Alors le discours de Pedro Roca en 25, lors de l'inauguration de la Croix du Souvenir de Pontenouve. Bon, ça, c'est un texte très important parce que c'est une démarche qui est une démarche littéraire, mais c'est une démarche très politique, puisque vous savez qu'il y a eu un rassemblement immense avec participation de tous les élus de la Corse, avec l'évêque de Corse, et c'était les corsistes qui avaient organisé ça, et donc on a rendu hommage aux morts de Pontenouve, c'était quelque chose de particulièrement important. Le chant des maquisards corses, alors le nom et curieusement en français, mais c'est un texte en corse, c'est un des deux hymnes de la résistance corse pendant la guerre, et ça a été écrit par Simon Vinciguerra, donc, qui est un résistant important, qui a donné son nom, comme vous le savez, au lycée de Bastia. Maria Gentile, c'est le premier drame en langue corse, enfin le premier drame, c'est pas tout à fait le premier drame parce qu'il y a eu Avindetta di Lilla du même auteur un an avant, mais Avindetta di Lilla c'est un texte qui n'est pas vraiment du même niveau, je dirais, il n'a pas la même ampleur, il n'a pas la même portée. En tout cas, moi j'ai choisi Maria Gentile parce que peut-être qu'on aura deux minutes pour en parler tout à l'heure. Maria Gentile, c'est un mythe qui concerne la Corse et qui concerne l'extérieur de la Corse parce que Maria Gentile c'est Antigone, mais c'est vraiment Antigone. C'est pas Maria Gentile qui est devenue un mythe, c'est simplement Maria Gentile qui s'est coulée dans un mythe existant, sans jamais avoir entendu parler manifestement de l'Antigone de Sophocle. Mais c'est quelque chose d'un peu miraculeux. Voilà, donc il y a donc un certain nombre de textes. Pêche Anguille a bien sûr le premier roman en langue corse. Il fallait bien sûr qu'il fasse partie, il me semble, de ses études. Après, il y a un certain nombre de textes français qui ont été également... Alors, qu'est-ce qu'on retire qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Enfin, conclusion, non, parce qu'il serait impossible de conclure, mais comme élément de, je dirais, ces travaux, donc recueil des données, analyse des données. Alors, évidemment, on retrouve des thématiques, on retrouve des mythes, on retrouve des motifs. Uvugone ou Gulombo, ça, ce sont des motifs que l'on retrouve partout, en langue corse, en langue française, en langue italienne. Bon, Uvugone, Arocca, la quenouille. Bon, alors ça, Uvugone et Arocca, ça. Généralement, ça symbolise la Corse traditionnelle qui est en train de s'en aller. Donc, c'est le regret, c'est à l'ideradura di l'abbandono, la littérature de l'abandon, donc c'est qui est très 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 importante dans la première moitié du XXe siècle et puis qui se poursuit encore ensuite. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ces textes? On trouve la notion de justice, évidemment. Bon, la justice, les institutions judiciaires, c'est quelque chose de tout à fait différent. On trouve la figure du bandit. Alors, le bandit, figure ambivalente, bien entendu. Le bandit d'honneur, bon, qui n'était pas toujours un bandit d'honneur, qui était très rarement un bandit d'honneur même, lorsqu'on le voit. Le hors-la-loi, le bandit, ce sont des notions qui méritent d'être précisées. Le maquis, alors, surtout depuis l'influence de la littérature romantique française, on pense à Mérimée en particulier, mais il n'y avait pas que lui, mais enfin, Colomba, ça a été extrêmement puissant.
Parce que avant la littérature romantique française, on ne parle pas tellement de macchia, on parle pour dire ça, on dit anda à la campagne, à la campagne. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve dans tous les textes de l'époque, y compris d'ailleurs dans la Nana, Falanina, Falanana ou Doa Boudia Campagne. Bon, en réalité, je crois que à partir du moment où le mot maquis a été popularisé par le romantisme français, s'agissant de la Corse, eh bien le mot maquis a supplanté le mot campagne, qui aujourd'hui n'est plus du tout utilisé. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, les procès-verbaux des procès du 19e, les procès-verbaux mot à mot, hein, donc des procès d'assises, eh bien les gens ne disent pas « j'ai pris le maquis ». Ils disent j'étais à la campagne, hein, donc c'est traduit même, c'était à la campagne, hein, bon, c'était la façon dont on traduisait cette réalité. Bon, on trouve aussi le mépris de l'argent. À cet égard, notre imaginaire national a beaucoup changé, mais on trouve le mépris de l'argent, et c'est d'ailleurs au 18e un des sujets, un des angles d'attaque favoris des nationaux corses contre les Génois, parce qu'ils accusent les Génois d'être des gens d'argent. Ils disent cela ne valent rien, parce qu'ils ne pensent qu'à l'argent. Et les Génois, eux, attaquent les Corses en disant, dans les écrits bien sûr, dans les écrits de littérature politique, ils disent mais les Corses sont des pauvres, c'est le mépris pour le pauvre. Alors on voit bien que là il y a vraiment deux systèmes de valeurs qui sont inconciliables, le mépris pour le pauvre d'un côté, le mépris pour l'homme d'argent de l'autre. Bon, aujourd'hui les hommes d'argent ne sont pas tellement méprisés, si j'en juge les évolutions de notre société. Mais c'est en tout cas ce que nous disent les textes littéraires, qui sont les nôtres. Hein. Alors bien sûr on trouve le regard sur soi-même. Hein, bien, on est toujours propagandiste de soi-même hein, quand on écrit la valeur guerrière des Corses. Alors, elle est exaltée, la valeur guerrière des Corses, évidemment. Hein, la magnanimité des Corses, le sens de l'honneur. Bon, évidemment, hein, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Bon, le regard sur les autres également. Hein, le regard, bien sûr, sur le Génois. Alors, le Génois, un regard tout à fait négatif. Sur les Français, ça dépend des périodes, bien entendu. Hein. Bon, au XVIIIe, ils sont encensés, hein, par Salvigne en particulier, parce qu'on s'adresse au roi de France, on lui dit, bon, laissez-nous faire notre révolution tranquille, ne vous en mêlez pas. Hein. Donc, on dit, vous qui êtes un grand roi, surtout, ça ne nous viendrait pas à l'idée de nous en prendre à vous si nous étions sous votre autorité. Mais là, vous comprenez, les Génois sont des gens épouvantables, ce sont des tyrans. Bon, voilà. Donc, vous avez également, donc, dans ces textes littéraires, l'intérêt pour le savoir et pour la connaissance. Et ça revient de manière récurrente. En même temps que vous avez le mépris pour l'argent, vous avez le savoir, le livre, la connaissance qui est valorisée. Et ça, vous l'avez depuis la justification jusqu'à... Bon, vous avez la haine de la délation. Bon, ça ne vous surprendra pas, on nous le reproche suffisamment. Donc, vous avez donc... alors, bien sûr, je ne vais pas citer tout ce qu'on trouve là-dedans, parce que... Alors, moi, je suis parti donc d'un texte de base. J'ai pris la justification de Salvini, hein, la justification de la Révolution des Corsica, hein, qui est un texte vraiment merveilleux et qui est une véritable bible de l'imaginaire national corse. Je suis parti de là. Et ensuite, j'ai suivi à la trace, donc, dans les textes postérieurs, pendant notamment les textes en Corse de la première moitié du XXe, mais j'ai fait quelques incursions jusqu'à nos jours. Donc, j'ai suivi à la trace les différents thèmes, les différents motifs, les différents topoi. Donc, je les ai suivis à la trace pour voir s'il y avait cette permanence extratemporelle, hein, donc de ces éléments de notre imaginaire national corse. Et effectivement, on voit, par-delà le changement de langue, l'italien, le français, le corse, on voit, par-delà les siècles que l'on traverse, on voit quand même une grande stabilité de notre imaginaire national. Alors, je prendrai deux ou trois exemples. Alors, s'agissant des armes et de la valeur guerrière des Corses. Ça, c'est intéressant parce que, finalement, qu'est-ce qu'on va chercher dans ces vieux textes et dans ces textes plus récents? On va chercher les mécanismes à l'œuvre au sein de la société corse. Les mécanismes à l'œuvre il y a 100 ans et puis aujourd'hui. Parce que c'est intéressant, y compris dans une perspective d'action politique. Hein, bon, d'ailleurs, c'était l'objectif de ma thèse. C'est important de connaître dans le détail les mécanismes qui sont à l'œuvre dans une société si on veut pouvoir, à un moment donné, intervenir au plan et de façon à corriger certaines choses. Bon, voilà. Et ça, je veux dire que l'ensemble des politiques devraient être davantage attentifs à la littérature. On dit tout le reste est littérature, mais la littérature, c'est très important parce que c'est là qu'on trouve véritablement la vérité des peuples. Alors, la justice, les institutions judiciaires, la vendetta, par exemple, ce sont des choses qui sont toujours importantes. Les armes et la valeur guerrière également. Alors, bon, quelques mots sur la justice et l'institution judiciaire et la vendetta. Bon, alors, la pensée complexe, pensée simplifiante. La pensée simplifiante, c'est de dire, il suffit de lire n'importe quel journal parisien, vous l'avez, la pensée simplifiante, la doxa,
Ben, les Corses, de toute façon, ils ne font pas confiance aux tribunaux, ils se vengent, bon, ils s'étripent, voilà, bon, c'est comme ça, ils sont comme ça, c'est les Corses. Bon, voilà. Et il y a même beaucoup de Corses qui le pensent aussi, hein, bon, parce qu'ensuite, on intègre ce genre de choses. Bon, la réalité telle que nous la livre la littérature, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, surtout sous le regard de la pensée complexe. Parce qu'on se rend compte, en lisant les textes sur le sujet, hein, et tous les textes, finalement, d'un peu d'importance, traitent de ce sujet, on s'aperçoit que chaque fois que quelqu'un se venge, alors on voit tous les laments de bandits, hein, d'honneur qui sont au maquis et qui disent, voilà, maintenant je suis comme ça, je suis obligé de vivre dans des grottes, mais en fait c'est parce qu'on ne m'a pas rendu justice. Et c'est systématique. Systématique. Alors pas seulement dans les laments, mais dans les romans également, mais dans les laments en particulier. Bon, je pense par exemple au fameux lamento di Giancamillo Nicolai, qui lui était un vrai bandit d'honneur. Ce n'était pas le cas de tous, mais lui était un vrai bandit d'honneur. Mais il dit, la personne qui a écrit, c'est pas lui qui a écrit, hein, bon, la personne qui a écrit le Lamento dit, ben oui, il perfide giorato, parce que c'est en corse et puis c'est en italien, c'est une espèce de mésolecte, il perfide giorato, alors le perfide jury qui ne lui a pas rendu justice et qui n'a pas rendu justice à la mémoire de son frère, et donc il a été obligé de le venger parce qu'il y a eu une carence de la cour d'assises. Hein, et on retrouve ça systématiquement. Systématiquement. Bon, on le retrouve d'ailleurs aussi, on trouve des traces dans les documents historiques, hein, où Banquero, par exemple, dit que les Corses, d'abord, s'adressent aux tribunaux. Et puis ensuite, si les tribunaux... Donc, et ça, c'est pas connu. On a l'impression que finalement, la vengeance de ne pas s'adresser aux tribunaux, que c'est un marqueur de corsité. C'est pas ce que nous dit la littérature. La littérature corse ne dit pas ça. Elle nous dit que c'est un choix par défaut. Elle nous dit que c'est un pis-aller. C'est quand même... important quand même de le dire, parce que est-ce que la société corse peut être vraiment comparée à la société albanaise? Ça a été fait un très grand nombre de fois, c'est pour ça que je vous en parle. C'est comme ça. Même Fernand Braudel, qui est quelqu'un d'éminent, dit la vendetta, c'est les pays de montagne. Donc la Kabylie, l'Albanie et la Corse, parce que la justice féodale n'a pas pénétré ces pays de montagne. Bon, sans doute, il y a de ça. Mais sauf que l'Albanie et la Corse, quoi qu'on a pu en dire, bien après Braudel, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose, parce que lorsqu'on lit la littérature albanaise, par exemple, Kadaré, qui est plus connu, Kadaré dans Avril brisé, qui est aussi un ouvrage très connu, et qu'est-ce qu'il nous dit, Kadaré? Il nous dit que les familles en inimitié, en Albanie, elles ont une espèce d'aura. On dit que ces familles, elles sont regardées avec admiration par les autres. Elle nous dit que les enfants de la famille paraissent plus beaux, que les garçons ont la faveur des filles, parce qu'ils sont en inimitié, parce qu'ils sont en guerre. Vous n'avez rien de tel dans la littérature corse. Rien. Le vengeur est glorifié en Albanie. C'est la fleur du clan, hein, nous dit Kadaré. Mais en Corse, le vengeur n'est jamais glorifié. On dit il est tombé dans la disgrazia, dans le malheur. Di un disgraziato. Il vit mal. On le décrit dans le maquis, en proie à des difficultés. Dalcet, dans ses romans en français, nous dit que le bandit, il est sale, parce qu'il ne peut pas, évidemment pas donc se laver régulièrement. Donc il n'y a pas une glorification. On ne place pas le bandit sur un piédestal. On dit, quand on veut le défendre, parce qu'il y a aussi ceux qui les attaquent, mais quand on veut le défendre, on dit « disgraziado, stade obligado ». Et donc, c'est véritablement pas le même état d'esprit. Alors, évidemment, cela s'explique sans doute par des raisons historiques. Bon, par exemple, en Albanie, il faut savoir que quand même le canoun, le code coutumier, a été, en fait, est passé de la coutume à l'écrit dès le Moyen Âge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont les pouvoirs publics qui ont mis en vigueur donc ce code coutumier, c'est-à-dire la vengeance. Ça a été défendu par les pouvoirs publics. En Corse, il n'y a jamais eu aucun gouvernement, qu'il s'agisse du gouvernement génois, qu'il s'agisse du gouvernement français et qu'il s'agisse des gouvernements nationaux corses, ils ont tous dit qu'il fallait combattre la vendetta. Ils l'ont fait avec plus ou moins de force. Bon, ceux qui l'ont fait d'ailleurs avec le plus d'efficacité, ça semble être les gouvernements nationaux. Hein. Bon, encore que ce ne soit pas toujours le cas, mais enfin, en tout cas, ça a été fait, notamment par Paolien, de manière extrêmement énergique. Bon, mais il n'y a aucun gouvernement qui ait eu la Corse en charge, qui ait dit à un moment donné, il faut que les gens se vengent. Alors qu'en Albanie, au Monténégro par exemple, au Monténégro, il y a un code du prince Daniel au milieu du 19e, c'est-à-dire hier, au milieu du 19e, qui dit, bon, attention, il ne faut pas avoir recours à la vendetta transversale. Ça veut dire que vous pouvez tuer la personne, mais il ne faut pas tuer son cousin germain. Bon, vous voyez, au milieu du 19e, c'est quand même les pouvoirs publics qui disaient ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans doute,
Je ne suis pas un spécialiste de l'Albanie, mais je me suis penché sur cette question. Et avec des textes, bien sûr, fiables, donc émanant d'Albanais. Les Albanais, bon, ils ont pu véritablement intégrer cette norme comme la norme des pouvoirs publics corses, comme ce qu'il faut faire et que personne ne conteste. Alors qu'en Corse, il y avait effectivement ce code, c'était un code, c'était codifié. Busquet l'a montré notamment dans un livre qui a maintenant plus de 100 ans. Mais en même temps, c'était un code coutumier et qui avait une application par défaut. Donc vous voyez que lorsqu'on se penche sur les textes littéraires et qu'on les rapproche aussi des données historiques, eh bien, on peut sortir de la doxa, on peut sortir de la pensée simplifiante, on peut sortir de l'ethnotype. Hein, le Corse, il est comme ça. Sur les armes, alors les armes, c'est un sujet aussi d'actualité. Alors les armes, un autre exemple très intéressant. Alors c'est vrai que les armes sont glorifiées, oui, elles sont glorifiées, mais elles sont toujours glorifiées lorsqu'elles ont un usage public, toujours. Dans la justification, moi qui a servi de base à mes travaux, je suis parti de la justification. Dans la justification de Salvini, on fait bien la différence entre les armes à usage public, c'est-à-dire on fait la guerre pour la Corse. Bon, à l'époque, c'est la Corse, bien sûr, qui est en guerre contre Gênes. Et là, on glorifie. Alors, il y a même des tirades qui sont tout à fait des tirades lyriques hein, sur les armes qui sont recélées par les entrailles de la terre et qu'on va chercher dans les mots. Bon, c'est quelque chose de très beau, d'ailleurs, c'est très, très bien écrit. Mais en revanche, le même Salvini, dans le même ouvrage, nous dit que les Corses ont quand même un goût pour les armes qui n'est pas très positif. Et il le dit. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les armes, c'est bien pour un usage public, pour défendre. Alors, et ça, c'est ce que nous dit toute la littérature qui a suivi aussi, en langue française, en langue italienne, en langue corse. Elle nous dit ça, la littérature. Elle nous dit que les armes, c'est bien pour défendre le pays. Alors le pays, c'est la Corse ou c'est la France. Hein. Bon, il y a des textes en langue corse pour exalter les combattants de 14, etc. Bon, évidemment, bon, il y a les textes de la résistance, hein, donc, notamment les deux hymnes hein, donc, de Simon Vinciguer et de Jean Nigaud, puisqu'ils en ont fait un chacun, bon, qui montrent évidemment, bien sûr, les armes, le recours aux armes sous un jour extrêmement glorieux, mais parce que c'est la guerre contre l'occupant. Mais il n'y a aucun texte qui justifie ou qui glorifie le vengeur, c'est-à-dire l'usage des armes. Oui, un poème d'Antoine Bonifacio, qui est un poète important de cette période donc, de l'entre-deux-guerres. Antoine Bonifacio, lui, il distingue dans le même poème les deux choses. Et là, c'est dit de manière explicite. Souvent, c'est dit de manière un peu plus fine, mais là, lui, il le dit. Alors, il s'adresse à un Corse qui... Alors, il pointe à un moment donné le type qui cultive l'ethnotype. C'est-à-dire, moi je suis corse, attention, je suis corse. Bon. Alors il commence par le faire parler. So gugursu, et ti brujo le gerbelle. Bon, c'est un poème. Bon, et lui il répond, le poète il répond. Tu si corsu, chi biastemma, tu si corsu perché tombi. Donc, je traduis donc pour ça. Donc, toi tu es corse, mais quelle hérésie, quel blasphème. Tu es corse parce que tu tues. Alors, il conteste l'alibi culturel et il dit, et là il dit de manière claire, anca Francia ai suoi anditi, in demacie e legità, più cattivi, assai più arditi, ma un'edira vanità e un francese quando ammazza un ti parla da sorazza. Donc la France aussi a ses bandits dans les maquis et dans les villes, plus méchants, beaucoup plus hardis, mais elle n'en fait pas un motif de fierté, et quand c'est un Français qui tue, il n'invoque pas sa race. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce que là on voit vraiment la façon de contester, je dirais, le caractère identitaire donc, de cette violence. Donc, en fait, mais il se conforme un petit peu, la personne qu'il pointe comme ça, il se conforme un petit peu à la littérature romantique française. Ben, le Corse, il est violent, il est comme ça, bon, il ne s'adresse pas aux tribunaux, il tue, attention, les secours, sous tombe, voilà. Mais c'est exactement ce que pointe Bonifacio, donc, dans l'entre-deux-guerres. Et il est encore plus explicite s'agissant de la différence entre armes privées et armes publiques, puisqu'il dit un peu plus loin dans le même poème, lascia ustiopu a caserna, che tu l'usai manidia, ou Bruciano ormai l'usa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, laisse le fusil à la caserne, le Prussien sait désormais que tu es apte à le manier. Ça veut dire, laisse le fusil à la caserne pour la guerre, effectivement, qu'il faut faire, tu es apte à le manier, donc glorification de la valeur guerrière des Corses, toujours, mais
bien entendu dans le cadre de la guerre, c'est-à-dire d'un usage public des armes. Et ce que nous dit la littérature corse, c'est ça. Elle nous dit ça en prose, elle nous dit ça en vers, elle nous dit ça dans des genres littéraires qui sont très différents, mais elle nous dit ça. Elle fait la différence entre les armes à un usage public et les armes utilisées donc pour des guerres privées.